le docteur Michel Habib qui va introduire cette journée. Donc, Michel est neurologue au CHU de Marseille. Il a longuement exercé dans le domaine des troubles cognitifs de l'adulte et de l'enfant. Et il s'est progressivement spécialisé dans les troubles des apprentissages. Ces dernières années, il a créé et présidé le réseau de santé Réseau 10. Michel est également enseignant en neurologie, et en neurosciences. Il est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages et articles autour des liens entre cerveau et comportement, entre cerveau et apprentissage. Vous pouvez retrouver quelques références sur ces ouvrages dans le programme qui vous a été envoyé pour la journée et on pourra les repartager également en fin de journée. Donc, ces dernières années, il a consacré sa recherche au lien entre musique et fonction cognitive, notamment autour des thérapies musicales de remédiation de la dyslexie. Donc, c'est de ça qu'il va plus ou moins nous parler aujourd'hui, mais pas seulement. Bonjour Agathe, bonjour Audrey, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer d'abord, je veux savoir lequel de mes deux écrans vous avez reçu, parce que je suis en partage d'écran. Ouais. Est-ce que vous voyez l'écran plein écran? Oui. Le diaporama plein écran? Oui, c'est bon. Donc, ça veut dire que je peux enlever ça. Voilà. On voit toujours, tout va bien. Très bien, alors merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici et encore une fois, toutes mes excuses pour devoir vous quitter avant la fin. J'aurais bien aimé écouter la suite, mais je ne peux pas. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai juste après, à 10 heures pile, donc je serai obligé de garder les 5 minutes de préparation nécessaires, c'est-à-dire 10 heures moins 5, de vous quitter. Voilà, alors, comme l'a dit Audrey, je suis moi, un neurologue, hein, je vais vous parler essentiellement du cerveau et je voudrais centrer ma présentation sur non pas les troubles eux-mêmes qui vont être détaillés par mes collègues après, mais un peu sur les bases neurologiques de la plasticité du cerveau et en quoi la musique modifie le cerveau. Ça va être un peu le thème de mon intervention. Et très accessoirement, je vous parlerai de ce qu'on fait, de ce qu'on a essayé de faire en termes d'application de tout ça. Hein. Alors, donc, je vous propose le plan suivant. D'abord, quelques mots sur la plasticité cérébrale et en quoi le cerveau des musiciens est un très bon modèle, vous allez le voir, de plasticité cérébrale. Puis, une fois qu'on aura vu ça, c'est-à-dire l'état final, c'est-à-dire comment un musicien professionnel a changé son cerveau pendant toute sa vie, hein, on va se poser la question de comment la musique, comment son interaction avec la musique a pu modifier son cerveau. Je dirais quelques mots après des troubles du neurodéveloppement, puisque c'est un peu l'application clé de la problématique d'aujourd'hui, en disant un mot de ce que nous avons fait à travers Mélodis, qui est une technique de rééducation cognitivo-musicale. Et si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu de neurones miroirs avec des nouvelles perspectives. Voilà. Le cerveau des musiciens, un modèle de plasticité cérébrale. Alors, c'est clair que dans ces 20 dernières années, les chercheurs en neurosciences ont adoré travailler avec des musiciens. Et pourquoi ? Parce que les musiciens ont un cerveau différent des autres et que analyser cette différence par rapport aux autres était un moyen pour les neuroscientifiques de comprendre comment un environnement très spécial, comme celui d'avoir appris depuis son enfance de façon extensive, quotidienne, une fonction que les autres n'ont pas apprise, hein, comment cela change le cerveau. Et ça, à part le musicien professionnel, il n'y avait pas grand-chose comme modèle possible à étudier. Voilà. Ça, c'est l'explication de pourquoi les scientifiques raffolent des musiciens professionnels. Alors d'abord, la plasticité cérébrale, très simplement, vous savez que c'est la façon dont le cerveau modifie sa structure et son fonctionnement en fonction d'un environnement, et en particulier d'un environnement répétitif. C'est ce qui va nous intéresser le plus, tant pour l'apprentissage de la musique que pour la rééducation, parce que finalement, ce qui réunit les deux, hein, c'est
que dans les deux cas, il y a quelque chose de répétitif et que la répétitivité est en quelque sorte la clé de l'efficacité. Et on va voir en quoi cette répétitivité est utile pour modifier les connexions entre les neurones, comme cela est indiqué ici, ou la rapidité de la connectivité entre ces neurones par la qualité des axones, c'est-à-dire des prolongements des neurones qui permettent à ces neurones de se connecter entre eux. Vous allez voir que cette notion de connexion, de connectivité est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps et qui a un caractère explicatif assez prononcé. Alors, pour parler d'autre chose que de la musique, et on reviendra après aux musiciens, il y a d'autres modèles que le cerveau des musiciens hein, pour expliciter ce qu'est la plasticité cérébrale. Un qui est très classique et célèbre, c'est celui des chauffeurs de taxi londoniens. Vous avez peut-être vu passer ça il y a une dizaine d'années. Un travail qui montre que l'hippocampe droit des chauffeurs de taxi londoniens est plus développé et plus actif que chez le tout venant, et que cette différence, elle est proportionnelle au nombre d'années depuis quand le chauffeur a débuté son métier de chauffeur de taxi. Alors effectivement, ça veut dire que cette différence n'est pas liée au fait en tout cas, ce n'est pas cette différence qui a fait qu'il a choisi le métier de chauffeur de taxi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a exercé de façon répétée et prononcée la qualité de représentation spatiale que nécessite son métier, qu'il a développé dans son cerveau une zone qui est l'hippocampe droit, qui est connue pour être impliquée dans les représentations spatiales, dans la mémoire spatiale. Et du reste, ce qu'on voit ici, c'est que cette différence dans son cerveau, elle est proportionnelle au nombre d'années depuis quand il pratique. Un autre exemple, c'est celui d'adultes qui apprennent à jongler. On regarde leur IRM fonctionnel avant et après quelques jours d'entraînement, quelques semaines d'entraînement, tout ce qu'il lui faut pour devenir un jongleur expert. Et on s'aperçoit qu'au bout de ces quelques semaines, il y a une zone dans le cerveau qui s'est développée de façon nette en quelques semaines et qui correspond exactement à la zone dont on sait qu'elle est impliquée dans l'articulation entre le geste, le regard et l'espace, hein, dans le lobe pariétal droit. Voilà donc quelques exemples de plasticité cérébrale et on va en arriver à notre cerveau de musicien. Et l'une des premières des études qui ont été proposées, celle de Elbert en 98, vous voyez, qui a démontré que des musiciens qui jouaient d'instruments à cordes, et seulement ceux-là, avaient une particularité dans leur cerveau, à savoir que la représentation corticale des deux derniers doigts de la main, ici D5 en particulier, l'auriculaire de la main gauche, donc dans l'hémisphère droit, est plus développé que du côté opposé. Et on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais un élément important ici aussi, c'est de montrer qu'il y a un lien avec l'ancienneté de l'apprentissage de l'instrument. C'est-à-dire plus la personne a commencé tôt dans son enfance, plus cet effet, cette différence de surface de la représentation du cinquième doigt de la main droite par rapport à celui de la main gauche, donc dans l'hémisphère droit par rapport à l'hémisphère gauche, est importante. Et quand on arrive à 15 ans, vous voyez, on n'est pas loin de ce qu'ont des témoins non musiciens. Alors l'idée, évidemment, c'est que cette caractéristique s'est développée au cours de l'apprentissage et grâce à l'apprentissage, et que donc l'instrument de musique particulier ce que nécessite, le geste particulier que nécessite cet instrument de musique, à savoir une très forte asymétrie de la motricité des deux mains. Vous savez qu'au violon comme au violoncelle, la main droite et la main gauche ont des rôles très différents, évidemment, puisque la main gauche a besoin d'une grande dextérité et la main droite qui tient l'archet a des gestes un peu plus grossiers, plus axiaux, hein, non pas distaux.
Et donc, c'est ça qui explique cette différence entre le côté droit et le côté gauche. Vous voyez des illustrations de cette asymétrie du geste. Une asymétrie du geste qu'on ne retrouve pas chez des joueurs d'instruments à clavier. Et les spécialistes ont montré que sur un cerveau individuel, sur une IRM, on peut montrer que cette région-là est plus asymétrique chez un joueur d'instruments à cordes que chez un joueur de clavier. Certains ont même prétendu de pouvoir déterminer, en ayant une IRM d'un musicien, de déterminer quel est l'instrument qu'il joue sans le savoir à l'aveugle. Alors, à côté de ces aspects purement moteurs, donc les parties du cerveau qui clairement se développent plus sous l'effet de la musique dans les régions motrices, il y a quelque chose aussi de bien visible dans les régions de l'audition. Ça, on s'en douterait. Faire un instrument de musique, c'est pas seulement un acte moteur, c'est aussi un acte auditif, perceptif. Et en particulier, les musiciens qui ont l'oreille absolue, c'est une particularité qui est encore débattue, dont l'origine est encore débattue, ont un développement plus important de la région, ce qu'on appelle l'aire de Wernicke, la région postérieure du lobe temporal gauche, que dans l'hémisphère gauche, que dans l'hémisphère droit, et que chez des musiciens ou des non-musiciens, des musiciens sans l'oreille absolue ou des non-musiciens. Donc voilà un effet non seulement sur les aires motrices, mais également sur les aires auditives. Mais au-delà de l'effet de la musique sur des aires du cortex, les travaux les plus récents se sont focalisés et ont montré de façon claire et répétée une action, un effet sur des fibres de substance blanche sous-corticales. Alors, c'est plus le cortex, c'est les faisceaux d'association, comme on les voit ici avec la technique dite DTI, d'imagerie de tenseur, de diffusion, qui montre de façon très, très précise tous les faisceaux qui unissent les différentes parties à l'intérieur d'un hémisphère ou entre les hémisphères. Vous voyez ici le corps calleux qui unit les deux hémisphères. Et grâce à cette technique, on peut voir de façon très précise la structuration des fibres de substance blanche, et en particulier d'un faisceau qu'on appelle le faisceau arqué, qui a fait couler beaucoup d'encre parce que vous allez voir qu'on a montré que dans certaines pathologies, il était particulièrement la cible de ces pathologies. Mais en tout cas, chez les musiciens, c'est une des parties du cerveau qui semble avoir subi le plus d'effets de la pratique musicale, et comme on va le voir, avec, par exemple ici, on nous montre quelqu'un qui n'a jamais fait de musique pendant sa vie, quelqu'un qui a fait de la musique pendant plus de 50 ans, et ce faisceau arqué, qu'on voit très bien en IRM ici, est beaucoup plus développé chez le second que chez le premier. Également, il a pu être montré que lorsque on apprend à un enfant de 8 ans de faire de la musique, d'un instrument de musique, qu'il a appris pendant 2 ans, et qu'on mesure son faisceau arqué avant l'apprentissage et après 2 ans d'apprentissage, comparé à quelqu'un qui n'a pas eu cet apprentissage, on voit qu'en bas, entre C et D, vous voyez, ici en C, c'est l'enfant qui a fait de la musique, et celui qui avant d'avoir commencé, et en D, après 2 ans, on voit qu'il y a eu un développement très, très net et très volumineux de cette structure qui est le faisceau arqué. Alors, le faisceau arqué, on va y revenir, mais c'est effectivement une structure de substance blanche qui unit les régions postérieures sensorielles, les régions motrices et prémotrices du lobe frontal, et qui a donc un rôle très important dans beaucoup de processus langagiers. Il est connu comme se développant au fur et à mesure du développement chez le petit enfant du langage oral, mais aussi du langage écrit. Et on verra que dans la pathologie, ce faisceau arqué a aussi une certaine importance. Alors, voilà une étude qui a comparé des chanteurs, des musiciens d'orchestre et des non-musiciens. Et dans les 2 cas, que ce soit des chanteurs ou des musiciens, il y a une différence très significative de la taille du faisceau arqué, jusqu'à 1,5 fois son volume, et également ce qu'on appelle l'anisotropie, c'est-à-dire l'organisation interne des fibres à l'intérieur de ce faisceau. Alors ça, c'est une petite anecdote, je ne sais pas s'il y aura du son.
Ah, vous savez, quand il y a un match de rugby international, il y a toujours les hymnes au départ. Et quand on fait passer un micro sur les 15 joueurs, il y en a toujours un qui chante complètement faux. Hein, complètement. C'est ce que vous avez entendu là. Hein, c'est une incapacité totale non seulement à chanter juste, mais à entendre qu'on chante juste. Parce que cette personne-là que vous avez entendu chanter complètement faux, ben, il était persuadé de chanter juste. Alors, c'est une chercheuse canadienne, enfin, qui est belge d'origine, mais qui est canadienne, qui est Isabelle Peretz, qui s'est le plus intéressée à ce sujet, qu'on appelle la musique congénitale, hein, qui est un peu l'équivalent de la dyslexie, mais pour la musique, qui représente quand même 4% de la population normale. C'est l'échec à développer une compétence musicale normale, alors que l'intelligence est normale et le langage aussi. Ils ne savent pas s'ils chantent juste, ça c'est vraiment la caractéristique. Ils échouent à reconnaître les chansons en l'absence des paroles. C'est-à-dire qu'ils ont les paroles, ils sont particulièrement aidés, mais sans les paroles, c'est impossible pour eux de les reconnaître. Il y a une difficulté à apprendre la musique et aucune autre difficulté d'apprentissage. Alors ça, c'est assez paradoxal parce que Isabelle Pérez nous dit qu'elle recrute ses amusiques dans les conservatoires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont commencé à apprendre la musique et qui pourtant sont tout à fait amusiques. Ce qui prouve qu'il y a une certaine spécificité de leurs difficultés qui ne les empêche pas forcément d'apprendre à jouer d'un instrument. Mais évidemment, ça va être un handicap considérable pour certaines, certaines tâches annexes de l'apprentissage d'un instrument, comme la dictée musicale ou d'autres, évidemment. Alors voilà pour la musique congénitale, mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a eu des travaux en IRM sur le faisceau arqué des personnes à musique, et on nous montre que le faisceau arqué du côté droit est pratiquement atrophié chez les personnes qui ont été testées avec une amusie telle que définie. Encore une fois, ce faisceau arqué semble avoir une importance cruciale. Alors, un autre type d'approche en IRM, c'est plutôt ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel de repos. Alors là, c'est plus des mesures morphologiques, de la morphologie des fibres, ni du cortex, mais du fonctionnement au repos et surtout des corrélations entre le fonctionnement de repos de diverses zones. On déduit de ces corrélations qu'il y a un lien plus ou moins fort entre les zones en question, ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle de repos. Et ça a été étudié de façon répétée et démontré chez les musiciens. Il y a une meilleure connectivité fonctionnelle entre le cortex prémoteur, donc l'aire de Broca, mais dans les deux hémisphères, pas seulement le gauche. C'est que normalement, on ne parle d'aire de Broca que pour l'hémisphère gauche, mais ici, c'est vraiment les deux aires de Broca, entre guillemets, qui sont impliquées. Une meilleure connexion entre les aires de Broca et le cortex auditif de chaque hémisphère, et également, assez curieusement, une moindre connectivité interhémisphérique, comme s'il y avait plus d'indépendance entre les deux hémisphères chez les musiciens chevronnés. Okay. Alors, en résumé, le cerveau du musicien est morphologiquement singulier. Certaines zones, celles impliquées dans la perception auditive, et celles impliquées dans la motricité sont plus développées. Le faisceau arqué qui unit des zones sensorielles aux zones motrices du cerveau apparaît selon des données d'imagerie à présent robustes comme la cible principale de cet effet sculptant de la musique sur le cerveau. Ces données morphologiques vont dans le même sens que des données d'imagerie fonctionnelle montrant une meilleure connectivité entre ces régions chez le musicien. Ainsi, les particularités du cerveau du musicien sont très probablement liées non à une compétence innée, mais à un effet de l'exercice de l'instrument, tout particulièrement la nécessité pour tout apprentissage musical de développer des connexions à distance entre différentes aires du cortex, en particulier entre les aires auditives, visuelles et motrices. Alors, la deuxième question qui vient à l'esprit maintenant, c'est comment la musique modifie-t-elle le cerveau ? Donc, il y a quelques éléments un peu plus techniques que je vais essayer de vous expliciter. En particulier, une étude qui a mesuré chez des adultes non musiciens le faisceau arqué, toujours le même, hein, dans l'hémisphère gauche, et d'autre part, la capacité des individus à réaliser une synchronisation motrice à un métronome.
Donc, on fait partir le métronome, on demande de faire un tapping du doigt, là, simplement comme ça, tap, 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 et on mesure l'écart entre la performance du sujet et le métronome. Et on s'aperçoit que cet écart, il est proportionnel à la taille d'une partie de ce faisceau arqué. Ce qui nous donne une indication supplémentaire sur la façon dont la musique est capable de sculpter ce faisceau, cet ensemble de fibres. Donc, le rythme, le lien entre le rythme, le tempo et le mouvement moteur semble être l'élément principal qui va générer cette différence. Une autre étude, encore un peu plus sophistiquée, a demandé à des individus de taper sur une touche lorsque, devant leur écran, ils voient défiler de haut en bas des boules qui descendent de façon rythmique avec le rythme d'une musique. Et lorsque la boule arrive à la ligne de base, ils doivent taper de façon le plus simultanée possible. Cet exercice, ils le font pendant 20 minutes tous les jours pendant quelques semaines, 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, après avoir fait une mesure en IRM avant l'apprentissage et après cet apprentissage, on s'aperçoit que le faisceau arqué a augmenté de façon significative cette mesure, cette taille, sous l'effet de cet entraînement très spécifique où il y a à la fois un élément auditif, on entend le son, un élément visuel, on regarde le moment où l'image de la boule croise la ligne, et évidemment un élément, une réponse motrice. Et il semble bien que ce soit la combinaison de ces 3 éléments, un élément moteur, un élément auditif et un élément visuel, qui soit le plus efficace pour entraîner la modification que nous avons observée chez nos musiciens. Un élément qui est une étude très élégante qui a été faite et qui va dans le même sens, qui a été faite cette fois-ci en magnétoencéphalographie, c'est une autre technique qui ne montre pas vraiment l'anatomie, mais qui montre de façon très fine et temporellement très fine le fonctionnement du cerveau. On demandait à des personnes musicalement naïves d'apprendre à jouer sur un clavier une petite mélodie et à associer cette mélodie à des positions des doigts sur le clavier qu'on leur apprend. Alors, au bout de quelques essais, donc vous voyez 25 minutes, 8 sessions de 25 minutes sur 2 semaines, quelqu'un même pas doué arrive à apprendre à jouer cette mélodie. Et avant et après cet apprentissage, on enregistre des potentiels par la magnétoencéphalographie lorsqu'ils entendent cette même mélodie, celle qu'ils ont apprise, ou une autre mélodie qui diffère un petit peu. Et on se rend compte qu'après l'apprentissage, leur cortex auditif a montré une nette différence entre la mélodie apprise et la mélodie non apprise. Alors, jusque-là, rien de bien étonnant. Ce qui est très habile dans le travail qu'ont fait ces chercheurs, c'est la nature du groupe contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à un groupe de témoins qui avaient les mêmes caractéristiques que le groupe entraîné, d'être seulement spectateurs de chacune des séances d'entraînement. Ils étaient autour du piano, ils regardaient, ils écoutaient, mais ils ne faisaient rien. Et à eux-mêmes, on leur a fait le même test en magnétoencéphalographie. On a enregistré avant et après leur témoignage, je dirais, de l'apprentissage. Et on s'aperçoit que là, le cerveau n'a rien appris. Il n'y a aucune différence chez eux entre la capacité de leur cortex auditif à entendre, à différencier la mélodie qu'ils ont pourtant entendue de façon répétée pendant des minutes et des minutes sur plusieurs jours, ça n'a entraîné aucune différence sur leur activité cérébrale. Ce qui veut dire que ce qui est pertinent dans la modification qui est observée, c'est l'élément moteur. Que sans l'élément moteur, l'apprentissage, même avec les mêmes informations auditives et les mêmes informations visuelles, n'est pratiquement pas efficace sur le cerveau. On va revenir là-dessus, mais ça incite fortement à
introduire de façon systématique un élément moteur, une réponse motrice dans chacun de nos protocoles ou de nos procédures qui vont utiliser la musique pour, dans l'espoir et dans la visée de modifier le cerveau, puis c'est quand même ce qu'on va essayer de faire quand on va utiliser la musique à visée thérapeutique. Alors, une dernière étude toute récente que je vous cite ici, c'est une méta-analyse qui nous donne aussi un indice sur la façon dont la musique modifie le cerveau. Sur toutes les études qui ont été publiées en IRM lors d'écoute de rythme, par comparaison soit à une autre condition auditivo-motrice, soit à une condition de repos. Et on s'aperçoit que toutes ça, vous voyez, c'est la synthèse de plusieurs dizaines d'études. Et on voit que les aires qui sont concernées par cette méta-analyse sont toutes des aires motrices, en particulier des aires motrices primaires, frontales, l'aire motrice supplémentaire, ce qu'on appelle l'AMS, qui est juste au-dessus du gyrus singulaire, dans la face interne du lobe frontal, et puis évidemment, de façon massive, les ganglions de la base, et plus particulièrement le putamen, qui est une structure profonde du cerveau, qui serait particulièrement impliquée dans cet effet du rythme sur le cerveau. Donc, en résumé, tout laisse penser que la composante motrice de l'apprentissage est l'élément déterminant sans lequel l'effet sculptant de la musique sur le cerveau n'est plus discernable ou pratiquement plus discernable. Les modifications cérébrales sous l'effet de la musique sont très rapides, après quelques semaines seulement d'apprentissage intensif, et l'effet sur le faisceau arqué est probablement étroitement lié à la pratique d'une association systématique entre perception du rythme, observation visuelle de la représentation des sons et production d'un geste répétitif. Alors là, ça fait référence finalement à l'apprentissage de la musique comme élément signifiant et potentiellement rééducatif. L'idée qu'on ait besoin à la fois d'un geste moteur, mais aussi d'un retour visuel du son ou d'une représentation visuelle du son, incite fortement à faire de l'apprentissage musical complet, y compris l'apprentissage de la notation et de la lecture musicale, pour pouvoir être efficace, ou le plus efficace possible. Le lien souvent invoqué entre rythme et motricité est corroboré par la sollicitation quasi exclusive de structures cérébrales motrices lors de production, mais aussi de perception rythmique. Voilà donc pour cette deuxième partie. Quelques mots maintenant sur les troubles du neurodéveloppement. Je pense que les autres participants vont aborder cette question, mais il me semblait intéressant de faire un bref rappel des conditions que l'on rassemble sous le vocable de troubles du neurodéveloppement. D'abord, vous savez on peut commencer par parler des TSLA, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ou les troubles des apprentissages, d'après les classifications du DSM et de la CIM, c'est-à-dire dyslexie, dyscalculie et troubles de l'écriture et de l'orthographe. Les autres troubles du langage, les troubles du langage oral, les troubles du développement du langage. Et vous voyez, on a essayé de mettre à peu près les pourcentages respectifs dans la population. Les troubles du développement des coordinations, la dyspraxie, les troubles de l'attention, TDA et TDAH, les troubles du spectre de l'autisme et la déficience intellectuelle. Voilà donc l'entité que l'on appelle trouble du neurodéveloppement. Et un élément qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que si on ajoute tous ces pourcentages les uns aux autres, on dépasse largement les 15% théoriques de TND dans la population. Et pour une raison très simple, c'est que c'est une raison que vous connaissez bien, qui s'appelle la comorbidité. C'est que ces différents éléments ont tendance, ces différentes conditions ont tendance à s'associer entre elles plutôt que de survenir indépendamment. Et cette comorbidité, elle est très intéressante à connaître, d'abord sur le plan clinique, mais aussi sur le plan des mécanismes, parce qu'elle donne des pistes, et en particulier une piste intéressante qui serait celle d'aller chercher un mécanisme commun à l'origine de ces troubles. Alors si on prend ne serait-ce que les TSLA, donc
la partie la plus nombreuse, numériquement la plus importante des TND, on voit que les pourcentages d'association entre les différentes entités sont impressionnants. TDAH, dyspraxie, dyslexie, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dyslexie, dysphasie. Tout ça incite évidemment le chercheur à se poser la question d'un mécanisme commun à l'origine de ces différents troubles. Alors, le mécanisme commun, il y a pas mal d'hypothèses. Moi, je vais vous en donner une. C'est l'hypothèse d'un défaut de connectivité qu'on peut retrouver en fait dans chacune de ces entités. Alors, dans la dyslexie, je vous ai parlé du faisceau-arqué, c'est aussi la zone qui a fait l'objet de beaucoup de travaux et sur laquelle on a pu démontrer que les dyslexiques sont le plus différents de la majorité des individus. Si on regarde tous les travaux qui ont été faits en imagerie cérébrale chez les dyslexiques, on s'aperçoit que les plus significatifs sont ceux qui montrent une différence dans la structuration et l'anisotropie du faisceau arqué. Alors, vous me voyez venir, là, je vous ai montré que chez le musicien, la zone qui est plus différente par rapport au commun des mortels, c'est le faisceau arqué. Chez le dyslexique, la zone qui est le plus différente, c'est aussi le faisceau arqué. Donc, on va peut-être en tirer des conséquences. Alors, plus précisément, le faisceau arqué relie l'aire de Broca, vous le savez, qui est un processeur phonologique qui permet de programmer, séquencer, segmenter le signal de parole, à la région de Wernicke et la région de Geschwin, qui sont toutes deux dans la partie postérieure et qui servent à stocker et à traiter la forme auditive des sons de parole. Voilà. Le faisceau arqué procure donc à l'aire de Broca un accès aux représentations phonémiques qui sont dans les aires auditives. Et si ce faisceau arqué ne fonctionne pas bien, on peut présumer que l'aire de Broca va se trouver déconnectée de la représentation des phonèmes et donc peut-être à l'origine à la fois de difficultés dans la phonologie et à la fois peut-être de difficultés dans d'autres domaines du langage oral, ce qui est assez souvent retrouvé chez les dyslexiques. Un élément important, c'est que cette anomalie, entre guillemets, du cerveau des dyslexiques, elle est présente avant même l'apprentissage de la lecture. Donc, on ne peut pas l'imputer à un manque d'expérience en lecture. Chez les enfants de 5 ans, on a par exemple pris une population d'enfants dits à risque génétique de dyslexie, parce qu'ils ont beaucoup de cas dans la famille, comparé à des populations non à risque, avec aucun cas de dyslexique dans la famille, dès l'âge de 5 ans, ceux qui deviendront dyslexiques et ceux qui sont à risque génétique ont un faisceau arqué qui est déjà différent du groupe témoin. Okay. Qui plus est, on a aussi montré qu'il y a certainement donc un facteur génétique constitutionnel en tout cas, mais il y a aussi une capacité de l'environnement à modifier ce faisceau arqué. On l'a vu avec l'exemple des musiciens, mais on le voit également à travers quelques études qui l'ont étudié avant et après une rééducation essentiellement phonologique ou graphophonologique de dyslexiques, où on a pu montrer une modification, une récupération de la structuration initiale du faisceau arqué chez les dyslexiques. Donc voilà la dyslexie qui a quand même été, parmi les troubles du neurodéveloppement, celui où les preuves se sont le plus accumulées en faveur d'un problème de connectivité entre certaines régions du cerveau, connectivité dont on a même des hypothèses fortes sur les facteurs éthiopathogéniques. Mais c'est aussi le cas pour la dyscalculie, où on a pu montrer que des faisceaux qui unissent les régions pariétales de la représentation des sons avec les régions langagières de l'hémisphère gauche sont moins bien organisées et pourraient être déficientes et pourraient être, cette mauvaise connectivité entre des régions distinctes du faisceau pourrait être aussi à l'origine de la dyscalculie. Des travaux ont montré également des choses équivalentes dans la dysgraphie, avec des anomalies de connectivité entre les deux hémisphères, entre les régions motrices des deux hémisphères et entre certaines régions motrices et des zones sous-corticales.
Dans le TDAH, alors là, dans le TDAH, il y a beaucoup d'études en imagerie. Certaines, les plus intéressantes, sont celles qui montrent des défauts de connectivité spécifiques à certains des symptômes du TDAH. Par exemple, certains faisceaux sont déficients chez les TDAH à prédominance inattentive, alors que d'autres faisceaux sont altérés chez les TDAH mixtes, à la fois inattentifs et agités et impulsifs. Donc voilà, pour vous dire également que cette piste de la connectivité, elle a été explorée et elle a apporté des arguments assez convaincants dans différentes autres pathologies que la dyslexie, qui a quand même été le modèle principal. Chez les dysphasiques, dans le trouble du langage oral, ça a été moins fréquemment et retrouvé de façon moins convaincante. En revanche, il y a eu une étude qui a montré un faisceau occipito-frontal qui est plus développé du côté droit chez les dysphasiques, probablement révélant une sorte de compensation hémisphérique droite d'une mauvaise connectivité, mais très peu d'éléments. Alors, après, la question qui va se poser, c'est quid de l'autisme, hein? Et il y a là, dans l'autisme, également pas mal de travaux. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails là. En revanche, je voulais vous montrer, là, pour terminer ce chapitre, une étude intéressante d'une équipe de Canadiens qui a étudié l'amélioration sous l'effet de la pratique musicale de certaines caractéristiques du syndrome autistique, en particulier les capacités de communication qui sont altérées, vous le savez, avec deux approches, une approche comportementale et une approche d'imagerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même expérimentatrice qui a fait les deux approches chez tous les enfants. Après 8 à 12 semaines de 45 minutes de session, en tête-à-tête, avec soit une activité purement musicale, soit une activité qui a été totalement ajustée sur l'activité musicale, mais sans musique, c'est-à-dire la même quantité, la même interaction, la même personne qui interagit pour éviter tout biais. Et avec ces précautions méthodologiques, l'auteur arrive à démontrer une amélioration très nette dans la condition musique par rapport à la condition non-musique des capacités de communication des enfants autistes qui ont été analysés ici. Et lorsqu'on regarde l'IRM de connectivité de ces enfants, je ne rentrerai pas dans les détails, on voit qu'il y a une corrélation entre l'amélioration comportementale de la communication et l'amélioration de la connectivité entre certaines zones, entre avant et après les entraînements, et en comparant les deux conditions expérimentales et témoins. Il y a une amélioration très nette chez ceux qui ont fait de la musique, de la connectivité entre les zones postérieures sensorielles, visuelles et auditives, et les zones du système limbique, en particulier l'amygdala. Et vous savez que l'hypothèse d'une déconnexion entre les régions sensorielles et les régions émotionnelles du cerveau est une hypothèse forte en matière d'autisme. Voilà, donc je voulais vous montrer cet exemple qui vient corroborer les éléments précédents. Alors nous, on a proposé, voilà, je vous montre rapidement, une méthode basée sur cette idée de disconnectivité, hein, en particulier pour les enfants qui ont des troubles 10, avec en fait une double finalité. D'une part, la mise au point d'un outil de remédiation en complément de la rééducation classique, donc qui vise la dyslexie, mais aussi les autres troubles 10, comme on l'a vu, basé sur l'observation d'effets favorables de l'apprentissage musical sur les apprentissages en général, et essentiellement d'inspiration orthophonique dans sa pratique. Hein, d'accord. C'est d'ailleurs une orthophoniste qui s'appelle Céline Coméras qui a inventé la méthode, en quelque sorte, sur les bases théoriques qu'on lui a fournies à travers notre analyse de la littérature. Et également de développer une pédagogie spécifique pour les enfants 10. Voilà,
c'est notre collègue qui s'appelle Alice Dormoy, qui est une professeure de piano, qui dirige une école spécialisée d'apprentissage de la musique pour les enfants avec des troubles d'apprentissage, et finalement qui découle de l'observation des difficultés typiquement rencontrées avec la mise au point d'outils pédagogiques qui, assez curieusement, et on s'est aperçu rapidement qu'ils rejoignaient, ces méthodes pédagogiques rejoignaient tout à fait les intuitions que l'on avait du point de vue rééducatif. Avec cette idée de base d'une approche multimodalitaire, à savoir dans toutes les tâches qui sont proposées, qu'elles soient ou non avec un instrument de musique, qu'il y ait une participation motrice, première condition, et qu'il y ait un lien étroit entre l'écoute, un support visuel de cette écoute, éventuellement des tâches verbales qui peuvent être associées et une partie motrice. C'est la condition qu'on a voulu tester. Et effectivement, je vous montre rapidement les résultats qu'on a obtenus. Donc, on a fait ça pendant 6 semaines chez un groupe d'enfants 10 qui était dans une classe Ulysse. Une première période avant l'entraînement, une période d'entraînement musical intensif pendant 6 semaines et une deuxième période de durée égale de post-entraînement. Et on a mesuré 4 fois certains indicateurs, en particulier phonologiques, de lecture et de mémoire auditive. Et on a pu démontrer que dans la période d'entraînement, entre avant et après strictement la période d'entraînement, il y a une amélioration significative d'au moins 3 variables, attention auditive, conscience phonémique et lecture, amélioration qui n'existe pas avant, évidemment, mais qui persiste après, donc ce qui veut dire qu'au moins 6 semaines après, cet effet a persisté. Bon, il y a eu d'autres études similaires et même méthodologiquement plus incontestable que la nôtre. La nôtre, finalement, n'avait pas de groupe témoin sans musique ou avec un autre entraînement que la musique, si ce n'est que le groupe lui-même était son propre témoin par rapport à une période antérieure au début de l'entraînement. Mais c'est déjà une indication, une piste qui nous a permis de conclure à la chose suivante, qu'il existe à présent des arguments solides pour affirmer que la pratique de la musique, au-delà de l'effet anecdotique sur l'intelligence, le raisonnement ou l'apprentissage, dont on vous reparlera, je pense, au cours de la matinée, possède un réel effet sculptant sur les connexions intracérébrales, précisément déficientes, donc connexions qui sont précisément déficientes ou mal organisées chez beaucoup d'enfants souffrant de troubles spécifiques d'apprentissage et d'autres troubles du neurodéveloppement. La condition principale de cette efficacité est le caractère intensif, répétitif et surtout intermodalitaire de l'entraînement. La composante rythmique de l'entraînement a toute chance, ça on vous en reparlera largement dans la matinée, d'être un élément crucial de l'efficacité. La modalité optimale semble être l'entraînement en petits groupes, ça c'est un élément supplémentaire que l'expérience nous a montré. Petits groupes d'enfants de même niveau en associant une partie rééducative et une partie pédagogique d'apprentissage de l'instrument. Alors, dans les applications qui vous intéressent plus en tant qu'orthophoniste, sachez simplement que nous, on ne présente pas ça comme une alternative à la rééducation, pas du tout, mais comme un complément qui pourrait arriver à un moment où, vous le savez, dans vos rééducations, l'enfant et l'orthophoniste sont un peu lassés par un manque de résultats ou un affaiblissement des résultats du travail, de pouvoir passer à autre chose. C'est ce que nos collègues orthophonistes nous ont rapporté comme le bénéfice le plus flagrant et la modalité la plus intéressante d'introduire ce type de rééducation dans leur panel, dans leur panoplie rééducative. Alors, parallèlement à l'effet thérapeutique, les mêmes techniques peuvent être utilisées à titre préventif, alors on va dire plutôt en milieu scolaire, dans des populations dites à risque ou socialement vulnérables, avec un impact à grande échelle dont on commence à percevoir l'ampleur potentielle. On a commencé à travailler avec l'Académie d'Aix-Marseille là, sur ce sujet, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il me reste quelques minutes? Oui, je vais regarder mon...
est-ce que vous pouvez me dire l'heure exacte? 9h43, c'est la bonne heure, ça? Oui, c'est la bonne heure. Ok. Donc, il me reste quelques minutes, c'est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir vous parler de neurones miroirs. Vous savez qu'on a parlé d'autisme tout à l'heure. Une des thèses sur le mécanisme de l'autisme, ça a été qu'il y avait une déficience dans ces fameux neurones miroirs, à savoir cette sous-population des neurones qui, dans le système moteur, ont la capacité de se mettre à la place de l'interlocuteur, d'autrui en fait, hein, pour en percevoir ses intentions, mais aussi ses affects, ses émotions. Et cette capacité qui est entre théorie de l'esprit et empathie, hein, entre les deux, et peut-être plus l'une ou l'autre selon les théories qu'on en avance, pourrait être à la base d'un des défauts cognitifs de l'autisme. Alors, sur le plan neuroscientifique, hein, sans entrer dans les détails historiques hein, de la découverte des neurones miroirs, sachez que ça a été découvert essentiellement sur le cerveau du singe et que la connaissance sur le cerveau de l'homme est beaucoup plus rudimentaire et moins certaine. Hein. Mais on s'accorde pour dire qu'il y a un certain nombre de structures qui sont l'équivalent de ce qu'on appelle sur le cerveau du singe, le système des neurones miroirs, qui existerait aussi sur le cerveau humain, et en particulier les structures dans l'hémisphère gauche du langage, l'aire de Broca, l'aire de Geschwind et l'aire de Wernicke, et aussi le lobe de l'insula, qui est une structure très particulière, dont on sait qu'elle a un rôle à la fois dans la perception des sensations, dans la perception émotionnelle des sensations, par exemple la douleur, par exemple le dégoût, hein, quand on sent une odeur très désagréable, on active massivement le lobe de l'insula, mais aussi dans la capacité de percevoir cette sensation-là chez autrui. Par exemple, quand on montre une petite vidéo ou une photographie de quelqu'un qui sent une mauvaise odeur, ben, on active son propre lobe de l'insula chez celui qui regarde la photographie ou la vidéo. Okay, et on peut présumer que finalement, l'activité chez l'observateur mime dans le cerveau de l'observateur l'activité qui se produit dans le cerveau de la personne qui est observée. Okay, c'est un peu ça la base de la notion de neurone miroir. Alors, en quoi c'est applicable à la musique? Ben, c'est de façon un peu indirecte, vous allez le voir. On a pu montrer que précisément, toutes ces zones de ce qu'on appelle le système des neurones miroirs s'activent fortement dans différentes tâches musicales. Alors, je vous en montre un exemple ici. Par exemple, lorsqu'on fait écouter ceci à des témoins normaux, voilà, vous reconnaissez l'étude de Chopin, sous cette forme, on va dire, émotionnelle, hein, ou sous une forme non émotionnelle ou mécanique. Où là, on le fait jouer par un ordinateur qui joue ça en mode MIDI. Hein, vous savez que l'ordinateur peut faire plein de choses, mais difficilement transmettre les émotions. Et effectivement, on s'aperçoit que la différence d'activité entre les deux situations, lorsqu'on fait l'une moins l'autre, hein, ben, ça active fortement les éléments du système des neurones miroirs. En fait, au-delà de la seule écoute esthétique de la musique, les neurones miroirs joueraient un rôle plus large dans l'apprentissage. Lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument, on active en permanence tout un réseau qui unit la perception des sons, l'audition, le contrôle du geste, le cortex moteur, et le système miroir dans les régions préfrontales et l'insula. Avec l'exercice, le cortex moteur va apprendre à entendre les sons et le cortex auditif va apprendre à les jouer. C'est en ça que probablement l'apprentissage d'un instrument de musique repose fortement à la fois sur la connectivité entre les structures sensorielles et motrices, mais aussi sur la capacité à l'intérieur de ces groupes de neurones d'avoir une activité dite miroir, hein, qui est capable de se modifier avec l'expérience dans le sens de
d'un comportement moteur dans un système perceptif et d'un comportement perceptif dans un système moteur. C'est très, très schématique ce que je vous dis là. Donc, les neurones miroirs joueraient ainsi un rôle favorisant sur la plasticité cérébrale et par là sur les apprentissages en général. Donc, musique et neurones miroirs, un substrat idéal. Pourquoi? Parce que c'est déjà à la fois un système à la fois sensoriel et moteur, un système spécialisé dans l'apprentissage. On a vu à quel point la vie d'apprenant de quelqu'un qui devient musicien est capable de modifier son cerveau. Un système intrinsèquement lié à la production d'émotions et un système dédié au partage. Dédié au partage, je ne vais pas vous le détailler ici, mais il y a toute raison de penser que lorsque plusieurs musiciens jouent ensemble, ils se reposent beaucoup sur leur système des neurones miroirs. Une dernière situation qui a fait évoquer les neurones miroirs, c'est la danse. Alors, à côté de la musique, bien que moins nombreux que ceux sur la musique, il y a des travaux en neurosciences qui se sont intéressés à l'effet de la danse sur le cerveau, à partir de constatations répétées d'effets positifs de pratiques associant l'écoute et le geste et la mise en activité de tout ou partie du corps de manière synchrone entre plusieurs individus. Et là, on est en plein dans cette notion de partage, vous voyez, parce que le fait d'agir de la même manière à plusieurs et, si possible, d'agir d'un corps sur un autre, on va voir que c'est les caractéristiques de la danse en binôme, pourraient être très, très activateurs de certaines parties de ce système des neurones miroirs. Alors voici une étude qui est intéressante, qui fait un schéma très, très explicite de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un cerveau de quelqu'un qui fait de la danse ou de la musique, avec du lien, vous voyez les petites oscillations qui caractérisent le fonctionnement, on va vous en reparler dans la matinée, le fonctionnement de chacune des zones corticales à l'intérieur d'un même cerveau, mais aussi entre des cerveaux qui agissent ensemble dans une activité de type musical et ou de danse. Alors ici, je vous montre une étude assez intéressante qui a comparé 4 types de danse, 2 à 2. D'une part, le tango et la salsa, et d'autre part, la capoeira et la breakdance. En fait, ces couples de danse s'opposent sur la nécessité dans l'un et pas dans l'autre d'interactions fortes entre les deux individus qui dansent. Okay, et ce qui a été mesuré chez des danseurs professionnels qui avaient une grande expérience de chacune de ces 4 activités, ce qui a été mesuré, c'est les capacités d'empathie par rapport à des normes qu'on a dans la population moyenne. Et ce qui a été montré de façon très significative, c'est que dans chaque couple de danse, celle où les deux protagonistes ont le plus besoin d'interagir entre eux a probablement modifié leur cerveau pour leur permettre d'améliorer les fonctions empathiques, puisqu'on a pu montrer de meilleures fonctions empathiques dans le tango par rapport à la salsa et dans la capoeira par rapport à la breakdance. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais je peux vous montrer aussi le type de recherches qui se font autour de ces problématiques-là. Alors, à nouveau, plus vers le cerveau, une autre étude qui a étudié des danseurs et des musiciens quant à la connectivité fonctionnelle de l'insula, dont on a vu l'importance tout à l'heure. Et ce qu'on nous montre ici, c'est que les danseurs et les musiciens, mais encore plus les danseurs que les musiciens, ont une meilleure connectivité que des contrôles, que les témoins, ni danseurs ni musiciens, de leur insula, avec différentes d'autres zones de leur cerveau. Donc, cette meilleure connectivité est en outre proportionnelle au score obtenu dans un questionnaire d'empathie, mais seulement pour les danseurs et non pour les musiciens, ce qui semblerait montrer une hiérarchie entre ces 2 activités artistiques.
Voilà, il nous reste peut-être quelques petites minutes pour la discussion. Je vous redonne la main, Agathe et Audrey. Alors, il est 9h53, donc on avait quelques petites questions. Si vous n'avez pas le temps, Michel, de répondre à tous, on les fera remonter peut-être après plus tard avec une réponse écrite. Je ne sais pas. Moi, je suis à disposition pour répondre par mail. Si vous avez des questions, envoyez des références parce que c'est passé assez vite. Je vais laisser le diaporama à Happy Neuron, si vous le voulez bien, sous forme PDF, comme ça. C'est une sorte de sécurité pour nous de ne pas avoir de piratage. Mais bon, on ne craint pas le piratage. On n'est pas, c'est pas notre état d'esprit. Super, c'est ce que j'allais vous demander parce qu'on a eu plusieurs questions en ce sens de gens qui vous souhaitaient conserver les références des études. Il y a Edwige qui demandait quid du chant. C'était au début de votre présentation. Alors, je ne sais pas, Edwige, si vous voulez préciser parce que c'était plutôt en début. Vous avez vu que j'ai cité le chant dans une des études qui comparait des instrumentistes et des chanteurs, qui montrait que l'effet était comparable au niveau de l'effet de la pratique sur le cerveau. Très bien. Et il y a quelqu'un qui demande si la modalité motrice de l'entraînement est similaire entre du tapping digital ou de la motricité globale, type marche, balancement, etc. Alors, il y a eu des études qui ont comparé, justement, je ne vous ai pas montré, l'effet du cerveau du musicien à celui d'un danseur. Et effectivement, les deux modifient la connectivité à l'intérieur du cerveau, mais pas dans les mêmes circuits. Disons que pour la musique, c'est des modifications de circuits plus horizontaux. On a vu le faisceau arqué qui va de l'arrière à l'avant, alors que pour la danse, c'est plutôt des faisceaux verticaux qui vont descendre dans la profondeur du cerveau. Et donc, effectivement, c'est une question qui a été un petit peu explorée, mais pas complètement. Il y a un effet spécifique de la danse sur des faisceaux probablement plus impliqués dans la motricité axiale, puisque par rapport à la motricité plus distale de la plupart des instruments de musique. Super, merci. Et si je pouvais compléter, la question qui vient souvent après, c'est que quand on fait cette conférence-là, des familles nous demandent alors qu'est-ce que vous nous conseillez, faire de la musique ou de la danse à nos enfants? La réponse, c'est les deux. D'accord. Là, il y a une question. Les effets de la pratique sont-ils toujours efficaces même après un arrêt de la pratique? Donc, est-ce que les effets perdurent même après l'arrêt de l'entraînement? Le seul recul qu'on ait, c'est de quelques semaines pour nos études, quelques mois dans certaines autres études de la littérature. Mais effectivement, au bout d'un certain temps, vous le savez, pour toute rééducation, l'effet va se perdre, va se diluer dans l'effet d'autres facteurs. Et il y a un moment où ce sera plus possible de dire si c'est l'effet durable, si c'est la durabilité de l'effet qu'on observe ou quelque chose d'autre qui a interagi. Voilà. C'est vraiment une problématique toujours en matière de rééducation, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est toujours très difficile à affirmer. La pratique du chant et de la musique peut-elle agir aussi sur l'aspect articulatoire dans le cadre de la dysarthrie, par exemple? Je ne sais pas si vous avez des... Je n'ai pas de données là-dessus, ni de notions dans mes lectures, mais peut-être que vous pourrez reposer la question à mes collègues tout à l'heure. Ça marche. Est-ce qu'il y a des différences entre droitier et gaucher? Bon, pas dans l'effet de la musique, non. Dans d'autres domaines, effectivement, vous savez que il y a eu des débats sur le fait qu'il y ait plus de gauchers ou pas, ou de non-droitiers, dans des populations à risque ou des populations 10 en général. Ça a été contesté. Je crois qu'il y a des études, en particulier d'un collègue parisien qui s'appelle Delatolas, qui a beaucoup étudié ça et qui a montré que finalement les 10 n'étaient pas plus gauchers que la population générale. Ça marche. En quoi Mélodie, c'est plus efficace que de pratiquer des cours classiques en école ou en académie de musique? Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais dit que c'était plus efficace. J'ai dit que c'était plus adapté à une rééducation orthophonique, à une pratique orthophonique, parce que ça a été conçu sur la modalité orthophonique.
rééducative, mais il est tout à fait possible que faire de la musique de façon standard et régulière, effectivement, ça va dépendre aussi de l'assiduité, hein, ça pourrait être aussi efficace. On n'a pas essayé de comparer ça. Nous, ce qu'on préconise, c'est au contraire de faire les deux. Ça marche. Dernière question. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, le livre Mélodis n'est plus édité. Où est-ce qu'on peut se procurer Mélodis et des informations sur Mélodis? Donnez le mail de l'autre secrétariat à Neurodys-PACA et on vous en fera parvenir un exemplaire. Super. Eh ben, on mettra dans les supports, dans nos supports, on ajoutera le mail de Neurodys-PACA. Super. Voilà. Michel, il est 9h58. Encore toutes mes excuses, je vous quitte brutalement et bonne continuité. Merci. Merci beaucoup à vous encore. Merci.